Bonjour à tous et bienvenue sur la science en vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le dihybridisme. Je vous conseille d'aller voir tout d'abord la vidéo sur le monohybridisme puisque ce sont des informations qui vont se recouper. Merci, à bientôt. Le dihybridisme est l'étude de la transmission simultanée de deux caractères de la génération parent à une génération fille, là où le monohybridisme était la transmission d'un seul caractère. Chaque caractère va être, comme pour le monohybridisme, déterminé par deux couples d'allèles, un allèle dominant et un allèle récessif. Au niveau des travaux de Mendel, il a étudié la transmission de 7 caractères chez le pois. Aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser à la transmission de la forme et de la couleur des cotylédons. Prenons une génération de parents avec deux lignées pures, pois jaune et lisse, la couleur et la forme, pois vert et ridé. Ces deux lignées pures vont être fécondées de manière artificielle, les unes avec les autres, et on va obtenir une génération fille en F1, où on peut constater que la totalité des descendants ont le même phénotype. Pour rappel, le phénotype, c'est l'apparence, pour faire simple, c'est-à-dire l'ensemble des caractères que l'on peut observer assez facilement. Ça peut être un groupe sanguin, même si on ne peut pas le voir, mais on peut le mesurer. Ici, c'est assez visible, donc la couleur. Les descendants en F1 sont tous jaunes et lisses. Ils sont tous identiques et de plus identiques à un des parents dans ce cas-ci. On réalise ensuite une autofécondation de cette première génération et on observe une seconde génération ici, où on voit réapparaître des informations, des caractères qui étaient masqués. Donc le caractère ridé avait disparu et le caractère vert avait disparu au niveau de la couleur de la première génération. Ce qui nous permet de dire que certains caractères sont visibles, d'autres pas au niveau du phénotype en première génération, mais sont présents au niveau du phénotype, puisqu'ils réapparaissent à la génération suivante. On a bien, comme dans le cas du monohybridisme, un allèle qui va dominer l'autre. Dans ce cas-ci, on peut en déduire que l'allèle jaune va dominer l'allèle vert au niveau de la coloration, puisqu'il réapparaît ici. Et pour la forme, ce sera ridé qui sera l'allèle récessif, puisqu'il réapparaît également en deuxième génération. On va considérer que les caractères se transmettent de manière indépendante, c'est-à-dire que peu importe la coloration et peu importe la forme, il ne va pas y avoir de lien lors de la transmission entre ces différents allèles. On peut relier ça à la position de ces allèles au niveau du chromosome. On peut le vérifier également assez facilement par rapport au tableau de résultats qu'on va obtenir à la fin. On va réaliser l'échiquier de croisement en considérant que les allèles sont indépendants et on peut vérifier par rapport aux résultats expérimentaux que cela correspond bien. Si on considère une disjonction des deux caractères, eh bien, on va séparément travailler le caractère couleur avec deux allèles, jaune et vert, symbolisé par grand J majuscule pour le dominant et minuscule pour le récessif, et la forme avec deux allèles lisses et ridés, symbolisés par les lettres L majuscule et L minuscule. En considérant qu'on sépare au niveau des gamètes et au niveau du génotype les deux caractères, on va obtenir pour le premier parent, ici pois jaune et lisse, puisque c'est une lignée pure, il sera homozygote pour la couleur et homozygote pour la forme, dominant tous les deux. Pour le deuxième parent, vert et ridé, même chose, c'est une lignée pure, homozygote, mais cette fois-ci récessif. Puisqu'on étudie la transmission de deux caractères en même temps, le génotype va être un peu plus complexe que le génotype de monohybridisme. Il va contenir deux allèles pour chaque caractère, ce qui donnera au final un génotype avec 4 lettres, 4 allèles, 2 pour la couleur, 2 pour la forme, même chose ici, 2 pour la couleur et 2 pour la forme.
Nous voilà de retour pour l'exercice. Alors on reprend la lignée pure de poids jaune et de poids vert, donc jaune et lisse et vert et ridé au niveau du dihybridisme. Au niveau des génotypes, on conserve la règle qui est de noter en majuscule les dominants, ici le jaune et le lisse, et toujours 2 allèles par caractère, ce qui nous donnera pour les poids jaunes et lisses le génotype grand J, grand L, grand L. Les 2 caractères présentent des allèles dominants. Au niveau des poids verts et ridés, eh bien, on a les 2 caractères qui présentent des allèles récessifs, puisqu'ils s'expriment au niveau du phénotype. Ces poids sont verts et ridés. Au niveau du tableau de croisement, de l'échiquier de croisement, on va représenter finalement les allèles qui sont présents dans les gamètes, c'est-à-dire un allèle de chaque caractère, un allèle pour la couleur et un allèle pour la forme, ce qui donnera JL pour la première case. Et on peut le voir ici, puisque comme ce sont des lignées pures, chaque gamète va contenir le même type d'information, les 2 mêmes allèles, 4 fois, hein, ici je vais le recopier 4 fois, mais on pourrait se contenter d'une seule. Au niveau du second parent, qui sont verts et ridés, eh bien on va avoir, selon le même principe, des gamètes qui ne vont comporter que les allèles J minuscule et L minuscule, puisque ce sont les seules informations qu'ils peuvent transmettre à leurs descendants. On peut maintenant réaliser le tableau de croisement en associant les lignes et les colonnes. Ici, on voit assez rapidement que chaque descendant va avoir un génotype qui sera le même, c'est-à-dire grand J, grand L, petit l. Ces différents génotypes, on s'en rend compte assez rapidement, sont ceux qui correspondent aux individus hybrides de la F1. Leur génotype va correspondre à un phénotype jaune, puisqu'il est dominant, et lisse, puisqu'il est également dominant. On aura bien ce qui correspond finalement aux observations qui avaient été faites précédemment. On peut maintenant passer à la fécondation, l'autofécondation de la F1 pour obtenir une F2 qui, elle, sera polymorphe, hein, puisqu'on va voir réapparaître les différents caractères qui sont masqués au niveau de cette génération hybride. On va commencer par définir les différents génotypes, entre guillemets, les différents allèles qui vont se présenter dans les gamètes, en prenant à chaque fois un allèle pour le caractère couleur avec un allèle pour la forme. Ce qui va nous donner dans ce cas-ci 4 combinaisons possibles pour les allèles présents au niveau des gamètes. Une fois les différents allèles présents dans les gamètes placés dans le tableau, on peut, à l'intersection des lignes et des colonnes, obtenir les génotypes des descendants de cette 2e génération. Il y a de nouveau 4 allèles, puisque on va avoir ici 2 allèles correspondant à la couleur et 2 allèles correspondant à la forme. On les associe de manière indépendante. On va associer, ici j'ai choisi arbitrairement d'abord la couleur, et puis la forme au niveau du génotype du descendant. Une fois le tableau rempli, on peut faire l'analyse sur base des génotypes et relier ces génotypes aux phénotypes qui ont été observés expérimentalement. Alors, on va retrouver parmi ces descendants en F2 des poids jaunes et lisses, qui sont ici entourés en jaune. Le génotype peut être soit homozygote, c'est le cas de grand J, grand L, que l'on voit ici, ou hétérozygote simple, grand J, grand L, petit l, puisqu'il est hétérozygote simple, et donc forcément homozygote simple. On peut également avoir des génotypes hétérozygote double, dans ce cas-ci, puisque les 2 allèles sont dominants. On les retrouve ici, par exemple, grand J, grand L, petit l. Au niveau du phénotype jaune et ridé, eh bien, le caractère ridé ne sera visible qu'à l'état récessif. Il faut donc 2 fois l'allèle
L minuscule. On voit que pour la forme jaune lisse, on obtient 9 génotypes possibles sur les 16. On obtient pour l'apparence jaune et ridée 3 génotypes sur 16. Idem pour vert et lisse. Et enfin, pour vert et ridé, on n'obtient qu'un seul génotype sur 16. Ces valeurs sont finalement des proportions. On travaille sur ici un croisement avec 16 résultats. Au niveau expérimental, on peut faire le lien sur ici de plus grandes quantités de descendants. On a un total pour cette expérience-ci de 556 descendants. Alors si on fait un rapide calcul, pour le poids jaune et lisse, on avait 9 16e au niveau de l'échiquier. Eh bien, si on fait le rapport 315 divisé par 556, on obtient une valeur qui est vraiment très très proche de la valeur théorique de 9 16e. Alors plus on va avoir un échantillon large, c'est-à-dire plus on va avoir de descendants, plus on va avoir des résultats qui seront porteurs au sens statistique et donc qui vont se rapprocher fortement de ces valeurs théoriques 9, 3, 3, 1 16e. On a de plus grandes chances d'obtenir ces résultats si on travaille sur des centaines de descendants plutôt que sur 4, 5, 6 descendants. A posteriori, on peut très facilement vérifier qu'on a des allèles, des caractères, qui sont indépendants. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications.